Et voilà. Voilà. Donc, évidemment, des gens aussi différents, et en même temps, vous voyez qu'il y a quelque chose qui les unit. Tsvetan Todorov, Serge Latouche, donc Serge Latouche, c'est la décroissance, des grands théoristes, Pierre Rabhi, Edgar Morin, etc. Donc des gens qui sont à la fois, au niveau de leur pensée, qui ne traitent pas les mêmes sujets, mais qui se sentent unis par quelque chose. Voilà. Et du coup, les convivialistes ont dit, on va se rassembler, et au lieu de dire ce qui nous différencie, on va essayer de trouver ce qui nous unit. Et du coup, vous pouvez y aller sur le site des convivialistes, convivialistes.org, vous pouvez signer leur charte, je l'ai fait, on est beaucoup à l'avoir fait. Il y a plein, donc c'est une charte internationale, vous avez plein d'intellectuels de plein de pays différents qui l'ont signée. Et en fait, ils ont érigé 4 principes clés, évidemment, la charte est beaucoup plus longue, là je vous fais je vous tiens au courant, quoi. Donc vous avez le principe de commune humanité, donc, évidemment, vous voyez que Daesh ne réagit pas selon un principe de commune humanité. Vous voyez qu'il y a les uns, les autres, etc. Donc, on est tous humains et c'est l'humain avant tout. Bon. Le principe de commune socialité, c'est-à-dire qu'on doit veiller à ce que les interactions, l'être se définit par son être social et donc il faut veiller aux interactions, avoir une éthique des interactions. Le principe d'individuation, c'est-à-dire avoir le droit de suivre sa boussole intérieure le plus loin possible, tant que c'est possible dans l'espace social, sinon on fait comme Pierre Rabhi, on va se prendre un petit lopin et puis on fait sa vie. Et le principe d'opposition créatrice, c'est-à-dire, en gros, c'est la question, c'est l'anti-choc des civilisations de Huntington. C'est l'idée que chaque culture a nécessairement envie de revendiquer ses particularités et de se trouver très bien pour ce qu'elle est. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a d'autres cultures qui sont différentes. Et donc, comment ne pas créer une hiérarchie ? En fait, eux pensent que l'opposition peut être vertueuse, donc c'est une opposition créatrice. Bon, je ne développe pas, vous pourrez aller voir sur le site. Mais voilà quelques-uns des principes. Bon. Ce manifeste, c'est super, il a je ne sais pas combien de milliers de signataires, etc. Et le gars vient nous voir à Sciences Po, Alain Caillé, qui représente les convivialistes, il y en a plein d'autres, mais Alain Caillé, c'est un des membres fondateurs. Il est invité à Sciences Po Ex, moi je me précipite, pleine d'espoir. Il nous fait son exposé qui, évidemment, me fait vibrer, on applaudit à tout rompre. Et puis je lui pose la question suivante. Je lui dis, mais s'il y avait qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que je pense qu'on est nombreux à être bouleversés par ce que vous dites, c'est-à-dire à se reconnaître plus dans les valeurs humaines qu'économiques et à sentir qu'on est dans un monde économique beaucoup plus qu'humain. Donc que faire ? Et il dit, justement, nous on en est là, on voudrait avoir plus d'audience, et du coup notre projet c'est d'entrer en politique. Alors moi, vu ce que je vous ai dit de la démocratie, je commence à tiquer, parce que on retourne dans un truc pyramidal avec un représentant, bon je me dis c'est mort. Et donc on lui dit, vous pensez à qui ? Et il dit, il y a Nicolas Hulot qui est intéressé. Ah, bang bang, he shut me down. Bon, pourquoi ? Parce que le problème c'est, moi ce que je visualise, après évidemment... chacun pense en son âme et conscience, mais moi ce que je visualise tout de suite, c'est un truc qui fait 6% aux élections, quoi. Voilà, ça sert à rien, c'est encore... voilà. En parallèle, alors, vous allez voir, je vais partir loin, mais ça va se rassembler. En parallèle, vous avez un mec qui, selon moi, a tout compris, mais qui est un mauvais, un méchant. Le mec qui a tout compris au poste politique, c'est Al-Souri. Al-Souri, c'est la pire crapule actuelle. C'est le gars qui a écrit l'appel à la résistance islamique mondiale, un pavé de 1500 pages qui a été traduit dans toutes les langues et dont parle Gilles Kepel depuis 2005 et personne ne l'écoute et il dit cet appel c'est du feu aux poudres, c'est le feu aux poudres, ça va créer des attentats, il tape à la porte des politiciens, tout le monde lui claque la porte au nez et maintenant qu'il y a eu des attentats, il publie à tour de bras et il vend ses ouvrages comme des petits pains, c'est la loi du marché, c'est merveilleux, vive la politique. Bon. C'est comme pareil pour le transhumanisme, ils sont complètement à la ramasse, quoi. Bon, excusez-moi, pardon. Voilà. Et donc, quand il a écrit ça, tout le monde a dit, attends, un pavé de 1500 pages, personne ne va le lire, tout le monde s'en fout, bon. Et en fait, le truc, si on le résume, c'est très simple. C'est l'idée, c'est ce que vous voyez dans les attentats, c'est-à-dire que, donc Kepel distingue deux formes, Kepel c'est le grand penseur de l'islam, vous avez dû le voir sur tous les plateaux télé, maintenant qu'il y a eu des attentats, c'est terrible, bon. Et donc, en fait, il distingue 3 formes de djihad, mais je vous cite que les 2 derniers. Il dit, voilà, avant, autour de 2001, c'était le djihadisme pyramidal, Al-Qaïda, qui avait des cellules dans différents pays,
Al-Qaïda, donc le chef, donnait l'ordre de préparer des attentats, et les gars, quand ils recevaient l'ordre de préparer des attentats, faisaient péter envoyaient des avions, s'écraser dans des tours, etc., etc. Bon, c'est pyramidal. Et après, il y a eu Al-Souri, qui, avec son appel à la résistance islamique mondiale, a lancé un truc en ligne qui a été traduit immédiatement, et son message est le suivant: vous n'avez pas besoin d'une hiérarchie pour faire votre djihad, évidemment le sens de djihad étant dévoyé, vous le savez. Donc, en fait, le but, c'est tuer le maximum d'infidèles, et donnez-vous la mort, et vous mourrez en martyr. Ou faites-vous tuer dans la foulée, et vous mourrez en martyr. C'est le principe, alors moi je connais rien à cette affaire, mais c'est l'apparence qu'ont les attentats de Nice, enfin l'attentat de Nice. Le mec qui prend son camion et qui, avant de mourir, donne un sens à sa mort, il aura son paradis, il mourra en martyr, ses photos circuleront sur les réseaux, etc., etc., pour ceux qui suivent Al-Souri, etc. Il a tué le plus d'infidèles possible, en le moins de temps possible, et donc tout le monde est un djihadiste potentiel. Si vous déclarez que c'est une foule d'infidèles, vous pouvez, je vous conseille pas, merci, excusez-moi, essayez d'éviter ce soir, je tiens à la vie, j'ai une petite fille. Donc il peut sortir sa calache et défoncer tout le monde qui est dans cette salle en disant c'est tous des infidèles puisqu'ils aiment la philosophie. Voilà. Donc le principe fonctionne. La preuve, le nombre d'attentats qu'il y a eu depuis et les mouvements qu'il y a. Donc il a créé un espèce de choc électrique dans certaines consciences. Alors moi je pense qu'il les a tirés parce qu'il y a de plus vil et de plus terrible dans l'être humain, de plus fragile aussi dans l'être humain, donc c'est terrifiant. Mais moi ce que je pense, bon, vous me suivrez ou pas, mais c'est qu'il faut absolument l'antidote à ce truc. Et donc je pense que la politique est absolument dépassée et qu'il faut un appel équivalent à l'humanisme mondial. Si l'appel à la résistance islamique mondiale a si bien marché, moi ce que je vois pour un mouvement type convivialiste, c'est pour ça que je vais en parler, c'est une charte qui fédère et qui vous fait une espèce d'activisme. Alors ça, vous allez penser que je délire, que c'est l'activisme des bisounours, mais c'est des actions de, je ne sais pas à quoi j'ai pensé, à la responsabilité pour autrui, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez signé cette charte, répondu à cet appel mondial, quand une meuf se fait agresser dans le bus ou un gars, 12 personnes y vont. C'est pas tout le monde se regarde et on attend qu'il y en ait un qui aille. Vous avez signé cette charte, vous êtes responsable pour autrui parce que c'est l'humain avant le reste. Vous boycottez les commerces, alors c'est en train de passer au niveau de la loi donc ça va plus être besoin, mais qui pratiquent, comment ça s'appelle, l'obsolescence programmée. Personne n'est pour l'obsolescence programmée, sauf les gens qui se font du fric dessus. C'est insupportable cette histoire. Donc des principes qui sont tout simples et contre lesquels on est tous, qui est une citoyenneté immédiate, qu'on soit relié par un espèce d'appel, c'est ce qu'avait un petit peu fait l'autre avec Indignez-vous, comment il s'appelait ? Essel. Oui, comment ? Essel. Essel, Stéphane Essel, qui avait fait avec Indignez-vous. Vous vous rappelez à combien de millions d'exemplaires ça s'est vendu ? Vous vous rappelez les spots publicitaires des Indignados ? Bon, ça n'a pas passé les frontières et c'est rentré en politique. C'est pour ça que je vous dis que la politique est un frein, alors que ça devrait être une démocratie numérique. Là, on rejoint. Mais en tout cas, voilà ce que je pense. Je pense qu'il est urgent qu'il y ait quelqu'un, si personne ne le fait, je vais devoir m'y coller, alors s'il vous plaît, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut rédiger un appel à la résistance humaniste mondiale qui incite à se fédérer sur des valeurs communes, comme l'ont fait les convivialistes, et à très large échelle, sans frontières, humanistes sans frontières. Alors ce projet, un soir où, puisque j'ai beaucoup d'idées dans la phase d'endormissement, un jour ça m'est venu, parce qu'en ce moment je fais pas mal de lectures sur Auroville, bon, on s'en fiche, mais je lisais des trucs aussi sur un ashram. Et en fait ça a fait ping dans ma tête et ça fait appel à la solidarité humaine, radicale, mondiale, ashram. Et vous savez que les ashrams, alors peu importe, hein, c'est plus pour jouer avec le mot, c'est un mot qui me plaît parce que c'est un espace d'éducation et de vie en communauté qu'on peut quitter, dans lequel on peut entrer. Enfin, c'est les modes de vie communautaires indiens avec quelqu'un qui répand sa spiritualité, enfin qui enseigne sa spiritualité. Vous pouvez passer 3 ans dans un ashram, 1 mois dans un ashram, un week-end dans un ashram. Amma en a un, je ne sais pas si vous connaissez Amma. Bon. Et donc ashram, ce serait rédiger une charte d'un appel à la solidarité humaine, radicale, mondiale. Et en gros, donc, ce serait pas juste un truc de bisounours. Je vous rappelle que le truc de Al-Souri, personne n'y a cru au début. Donc j'imagine que ce que je dis là, ça doit pas, au début, ça doit faire surtout rigoler. Mais déjà, je pense qu'on serait surpris
du nombre d'individus sur Terre fédérés par des valeurs humaines. Alors que quand vous parlez, enfin moi quand je parle à des amis, ils me disent « Ouais, mais si tu fais ça, tu vas te faire... tu connais pas la nature humaine. » Je pense que c'est complètement faux. Enfin, c'est une intuition, mais c'est complètement faux. Donc je pense qu'on serait complètement surpris de voir combien d'individus sont fédérés par des valeurs humaines. Je pense qu'on serait aussi surpris de la quantité de bonne volonté accessible en ce bas monde. Je pense que des gens prêts à aider spontanément sur des petites choses, mais c'est infiniment plus que ce qu'on fait chacun de nous au quotidien, parce qu'on n'a pas de soutien, on n'a pas de reconnaissance, on n'a pas d'interaction. Donc voilà, et je pense ensuite que ça peut créer un début d'action. Alors là, pour l'instant, je vous dis, c'est tout neuf, mais l'idée, ce serait donc la responsabilité pour autrui, c'est-à-dire réagir à 10, 15 ou 20 quand il y a une scène qui nous révolte. Donc là, face à une scène qui nous révolte, on est tous d'accord, mais personne n'agit. Enfin, moi, c'est ce que je vis au quotidien. Les boycotts collectifs pour les principes économiques qui déplaisent à tout le monde, sauf aux gens qui se font de l'argent sur le dos de tout le monde. Et ce que j'appelle l'humanisme actif, c'est-à-dire changer complètement les rapports de pouvoir. Ça aussi, c'est l'horizontalité du monde numérique. Vous savez que les générations Y et Z sont complètement perméables à, j'ai fini, hein, c'est mes dernières phrases, sont complètement perméables à la... Ouais, mais je te le dis moi pour tracer. Sont complètement perméables à la hiérarchie. Vous savez que par exemple, avant, on rentrait dans l'entreprise, on appelait ça l'entreprise à vie, on essayait d'y faire, voilà, on faisait des photocopies au début, et puis la confiance s'instaurait, alors on montait en... Enfin, ce qu'on m'a appris au lycée sur l'entreprise à vie modèle japonais. Bon, et maintenant, bah, je le vois avec mes étudiants, ils rentrent dans une entreprise, ils disent bah, « je suis pas reconnu pour ce que je fais, je me casse ». Voilà. Donc il y a vraiment ça, et donc pour moi, l'humanisme actif, c'est pas parce qu'on est patron qu'on doit employer un mec bourré de talent à faire des photocopies, point. Ça n'existe plus, ça ne devrait plus exister. Je pense que c'est juste de la volonté de conserver sa petite place au chaud. C'est des rapports humains qui, moi, me révoltent et qui révoltent beaucoup de gens et que beaucoup de gens ne pratiquent pas. Des humanistes actifs, il y en a déjà plein. Hein. C'est juste qu'ils manquent de reconnaissance et qu'ils manquent de fédération et ils manquent de visibilité. Voilà ce que je dirais. Donc je conclurai avec une formule. Je suis désolée, je suis une littéraire, j'aime bien jouer avec les mots. Mais donc j'aimerais qu'on passe d'un vivre ensemble déficient, j'ai appelé VED, à des initiales qui me plaisent, c'est-à-dire un revivre ensemble vertueux, ça fait rêve, et un revivre ensemble libre, ça fait réel, donc un rêve réel. Je vous remercie beaucoup.